Il l'appelait le fantôme de Hellman. Pour les docteurs à Mercy General, elle était juste Elijah, l'infirmière tranquille, d'âge moyen, qui vidait les bassins de lit et prenait les ordres sans un mot. Mais quand un caporal de marine décoré se leva au milieu d'une salle d'urgence bondée, tremblant de rage alors qu'un chirurgien l'humiliait, le silence fut assourdissant. Il ne la défendit pas juste, il tomba à genoux. « Vous n'avez aucune idée qui est debout devant vous. » Il murmura, des larmes coulant sur son visage. « Cette femme n'est pas juste une infirmière. Elle est de la raison, un peloton entier rentra à la maison. » Et quand la vérité finalement sortit, cela ne choqua pas juste l'hôpital. Cela amena la ville entière à un arrêt complet. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence de Mercy General bourdonnaient avec une fréquence provoquant des maux de tête qu'Elijah Jenkins connaissait mieux que le son de son propre rythme cardiaque. À 45 ans, Elijah se mouvait avec une efficacité qui la rendait invisible. Elle était le lubrifiant dans les engrenages d'une machine chaotique, changeant les poches de perfusion, calmant les enfants terrifiés et nettoyant les désordres qui faisaient vomir les infirmières plus jeunes, tout cela avec une expression stoïque et vide. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon pratique et effiloché, et ses blouses étaient propres mais délavées. Il n'y avait rien chez elle qui criait héros. En fait, la plupart des gens enregistraient à peine sa présence. « Infirmière, j'ai demandé 50 mg de tramadol, pas 25. Êtes-vous sourde ou juste incompétente? » La voix claqua dans l'air comme un fouet. Le docteur Gregory Pierce, le plus récent chirurgien traumatologue de l'hôpital, se tenait au-dessus du lit d'un patient, fixant Elijah. Pierce avait 32 ans, beau d'une manière dont il était douloureusement conscient, et possédait un ego qui passait à peine par les doubles portes. Il était une embauche de fils de... Son père était au conseil d'administration de l'hôpital et il traitait le personnel infirmier comme des meubles. Elijah ne s'y pas. Elle garda ses yeux sur le dossier du patient. « Le patient a un historique de sensibilité aux opioïdes, docteur. 50 mg pourrait déprimer sa fonction respiratoire étant donné sa tension artérielle actuelle. J'ai titré la dose pour la sécurité. » Le visage de Pierce rougit d'un rouge profond et furieux. Il détestait être corrigé, surtout par Elijah, qui ne souriait jamais à ses blagues et ne se nourrissait jamais de ses diplômes. Il arracha le dossier de ses mains. « Je suis le chirurgien ici, Elijah. Vous êtes l'infirmière. Votre travail est de faire ce que je dis quand je le dis, pas de jouer au docteur. Comprenez-vous? » La salle d'urgence se tut. D'autres infirmières baissèrent les yeux, faisant semblant d'être occupées. Les patients se déplacèrent inconfortablement. « Comprise, docteur, » dit Elijah doucement. Sa voix était plate, dépourvue d'émotion. Elle se tourna vers le chariot de médicaments pour ajuster le dosage. Ses mains stables. Dans le coin de la zone d'attente, assis dans un fauteuil roulant qui semblait trop petit pour son gabarit, un homme regardait. Il avait l'air rude, une épaisse barbe négligée, une chemise en flanelle tachée de vieux café et une casquette de baseball tirée bas sur ses yeux. Il attendait depuis 3 heures pour une consultation concernant sa jambe, un amas de tissu cicatriciel et de tigets métalliques. C'était le caporal Ethan Gator Miller. La plupart des gens voyaient un vétéran sans-abri ou un vagabond. Mais sous la flanelle de Gator se trouvaient 220 livres de marine de reconnaissance retraités en raison de blessures subies lors d'une embuscade qui hantait toujours ses cauchemars. Il regarda le chirurgien réprimander la femme. Il la regarda l'encaisser. Mais ce qui attira l'œil de Gator n'était pas l'intimidation. C'était la façon dont Elijah se tenait. Elle ne recula pas. Elle se tenait au repos de défilé, les pieds écartés de la largeur des épaules, les mains jointes derrière son dos quand elle ne travaillait pas. C'était une mémoire musculaire subtile et incrustée. Et ses yeux, quand le docteur cria, elle n'eut pas l'air effrayée. Elle eut l'air d'évaluer, comme si elle calculait le niveau de menace et le trouvait négligeable. « Hey !» grogna Gator à un aide-soignant qui passait. «
Qui est cette infirmière? L'aide-soignant leva les yeux au ciel. C'est Elijah. Ne faites pas attention au Dr. Pierce, il est en guerre aujourd'hui. Elijah. Eh bien, c'est juste Elijah. Juste. Elle est là depuis toujours. Elle ne parle pas beaucoup d'elle. Gator plissa les yeux. Il connaissait cette posture. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu dans la poussière et le sang de l'Afghanistan. Il ne pouvait juste pas encore le situer. Le corps de travail continua la tension entre le Dr. Pierce et Elijah s'épaississant comme de la fumée. La salle d'urgence déborda alors qu'un carambolage sur l'I-45 envoya une vague de cas de traumatisme par les portes. Trauma 1 en approche, cria un ambulancier en faisant irruption par les portes de la baie. Homme trentenaire, tension massive, pneumothorax, TA chute. Le brancard claqua dans la baie de traumatologie. Le patient était, son visage virant à une terrifiante nuance de bleu. Le Dr. Pierce fut là instantanément, enfilant des gants. « Donnez-moi un kit de drainage thoracique, maintenant !» Pierce cria. « Bougez, les gens !» Elijah était déjà là, le plateau préparé avant qu'il n'ait même fini la phrase. Pierce attrapa le scalpel, ses mains tremblant légèrement. La pression était élevée. Les statistiques du patient chutaient. « Je ne peux pas obtenir de voix !» cria une infirmière junior. « Les veines se sont effondrées. »« Forez-le !» aboya Pierce. « Je dois ligne. » Mais Pierce luttait. L'anatomie du patient était déformée par l'enflure. Il essaya de faire l'incision pour le drain thoracique, mais il hésita. L'angle était mauvais. Il paniquait. « Docteur, ses SAT sont à 60, » dit Elijah, sa voix coupant à travers le bruit. Ce n'était pas fort, mais cela avait un ton de commandement qui frappa l'oreille. « Vous êtes trop bas. Vous allez frapper la rate. »« Taisez-vous !» Pierce hurla, de la sueur coulant sur son front. « Je sais ce que je fais. » Il ne le savait pas. Il enfonça le trocar, mais le sifflement de l'air s'échappant ne vint pas. Le patient convulsa. Il est en arrêt. Le moniteur hurla. Pierce se figea. Il fixa le moniteur, le ton de la ligne plate lui criant dessus. Il avait manqué l'espace pleural. Le patient mourait là sur la table à cause de l'arrogance. Soudain, Elijah bougea. Ce n'était pas le mouvement d'une infirmière d'âge moyen. C'était un flou de violence et de précision. Elle entra dans l'espace de Pierce, le poussant de la hanche assez fort pour le faire trébucher contre le mur. « Qu'est-ce que vous pensez, votre... » Pierce commença doucement. Elijah siffla. Ce n'était pas une demande. D'un mouvement fluide, elle attrapa une aiguille angioath de calibre 14 sur le plateau. Elle n'hésita pas. Elle palpa la poitrine du patient, trouva le deuxième espace intercostal, ligne médio-claviculaire, et enfonça l'aiguille. Sifflement. Le son de l'air piégé s'échappant était le son le plus doux de la pièce. La poitrine du patient se souleva. Le moniteur commença à biper un rythme de nouveau. « Décompression à l'aiguille réussie », déclara Elijah, sa voix revenant à ce ton plat et robotique. Elle se tourna vers l'infirmière junior. « Préparez-vous pour une nouvelle insertion de drain thoracique. Plus haut cette fois, je vous guiderai. » Pierce se tenait contre le mur, la bouche ouverte. Il regarda autour de la pièce. Chaque infirmière, chaque aide-soignant et les quelques patients qui pouvaient voir à l'intérieur regardaient. Il venait d'être physiquement retiré de son propre patient par une subordonnée, et elle venait de sauver l'homme qu'il avait presque tué. L'humiliation, chaude et toxique, inonda ses veines. Il redressa sa blouse blanche, ses yeux se plissant en fente. « Sortez », murmura Pierce, sa voix tremblante de rage. Elijah le regarda. « Docteur, le patient a besoin. » J'ai dit « sortez ». Pierce cria, jetant un plateau métallique sur le sol. Il claqua bruyamment, faisant taire toute la salle d'urgence. « Vous êtes suspendu. Vous avez agressé un officier supérieur. Je veux dire, un docteur supérieur. Vous avez pratiqué la médecine sans licence. Sortez de ma salle d'urgence avant que j'appelle la sécurité
et que je vous fasse traîner menotté. Elijah ne discuta pas. Elle ne se défendit pas. Elle hocha simplement la tête, enleva ses gants ensanglantés et sortit de la baie de traumatologie. Gator, qui regardait depuis le couloir, sentit une décharge électrique parcourir sa colonne vertébrale. Décompression à l'aiguille. La façon dont elle tenait l'aiguille, la façon dont elle vérifiait les signes vitaux, et cette poussée de hanche, c'était un mouvement de CQC de combat rapproché. Il avait vu ce mouvement exact utilisé pour dégager un entonnoir fatal lors d'une brèche. Et puis, alors qu'Elijah passait devant lui, la tête baissée, vaincue, Gator le vit. Elle leva la main pour essuyer la sueur de son cou, et le haut de sa blouse bougea légèrement. Juste sous sa clavicule, à peine visible, se trouvait une tache de tissu cicatriciel. Cela ressemblait à une brûlure vaguement en forme d'étoile. Mais ce n'était pas la cicatrice qui arrêta le cœur de Gator. C'était le tatouage qui dépassait dessous le bracelet de sa montre sur son poignet intérieur. Un petit trident délavé entouré de fils barbelés. Gator serra les roues de sa chaise si fort que ses jointures devinrent blanches. Il connaissait ce symbole. C'était officieux. Il appartenait à une opération dévastatrice spécifique dans la vallée de Korangal. Opération Red Dawn. Impossible, murmura Gator. Ce ne peut pas être. Il fit pivoter son fauteuil roulant, ignorant la douleur dans sa jambe. « Hey, infirmière Elijah. » Elle ne s'arrêta pas. Elle marchait vers la sortie, attrapant son manteau. Pierce sortit en trombe de la baie de traumatologie, toujours sous l'effet de son adrénaline. « Et ne vous donnez pas la peine de revenir, » il lui cria après. « Je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cet état. Vous êtes une responsabilité, une personne insignifiante. » La vision de Gator devint rouge. Il se leva. Sa mauvaise jambe hurla de protestation, mais il bloqua son genou. Il n'était pas un en ce moment. Il était un marine. « Hé !» rugit Gator. Le son fut comme un coup de tonnerre. C'était une voix de commandement entraînée sur les ponts de parade et les champs de bataille. Tout le monde se figea. Le Dr. Pierce s'arrêta en plein pas. Gator boita en avant, traînant sa jambe, se déplaçant vers le centre de la pièce. Il pointa un doigt tremblant vers le Dr. Pierce. « Vous fermez votre bouche, » grogna Gator. Pierce cligna des yeux confus. « Excusez-moi, c'est un hôpital, monsieur. Asseyez-vous. » J'ai dit, fermez-la. Aboya Gator. Il tourna son regard vers Elijah, qui s'était arrêtée aux portes automatiques. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés. Elle le vit debout là. Elle vit la reconnaissance dans ses yeux. Et pour la première fois en 10 ans, Elijah parut terrifié. « Ne faites pas. » Elle articula silencieusement. Gator l'ignora. Il regarda de nouveau Pierce. « Vous l'avez appelée une personne insignifiante. Vous avez dit qu'elle pratiquait sans licence. » Gator fouilla dans sa poche et en sortit une pièce de défi, bronze lourd martelé. Il l'attendit. « Savez-vous ce que c'est, docteur? » demanda Gator, sa voix tremblante d'émotion. « Ceci est une pièce d'unité du 2e bataillon, 7e Marines, le bataillon fantôme. » Il pointa Elijah. « J'étais là il y a 10 ans. Nous étions cloués au sol dans une vallée que vous ne pouviez pas trouver sur une carte. Nous avions 20 blessés, pas d'évacuation, pas de soutien aérien. Juste nous et les talibans. La pièce était d'un silence mortel. Nous avions un infirmier de combat avec nous. Où nous pensions l'avoir. Elle était attachée à une équipe de soutien culturel. Mais quand les balles commencèrent à voler, elle ne se cacha pas. Elle prit le commandement. Gator fit un pas vers Elijah. Elle me garda en vie pendant 6 heures, avec une plaie thoracique aspirante. Elle courut sous le tir de mortier 3 fois pour traîner mon lieutenant en sécurité. Nous l'appelions Sainte. Nous n'avons jamais su son vrai nom, parce que tout était expurgé, classifié. Opération secrète. Elijah secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « S'il vous plaît, » elle murmura. Gator regarda Pierce, ses yeux brûlants. « Vous voulez la virer. Vous voulez la sermonner sur la médecine, docteur.
Cette femme a oublié plus de choses sur les traumatismes que vous n'en apprendrez jamais. Elle est un commandant locataire gauche décoré. Elle est la raison pour laquelle je suis debout d'ici. Pierce ricana, croisant les bras. C'est ridicule. C'est une infirmière. Si elle était une héroïne de guerre, pourquoi récurerait-elle les sols ici? C'est une menteuse. Et vous êtes délirant. Elle ne ment pas. Une nouvelle voix retentit de l'entrée de l'hôpital. Tout le monde se tourna. Deux hommes en costume sombre se tenaient là. Derrière eux se trouvait un homme plus âgé aux cheveux argentés, portant un costume qui coûtait plus cher que la voiture de Pierce. Il s'appuyait sur une canne, mais sa posture était droite. C'était le sénateur Thomas Holloway. Mais pour le personnel militaire dans la pièce, il était le général Holloway à la retraite. Général, bégaya Pierce, l'administrateur de l'hôpital qui venait d'arriver à cause du bruit pâli. Le général Holloway ignora le docteur. Il marcha droit vers Elijah. Il s'arrêta devant elle, ses yeux doux. « Nous vous cherchons depuis longtemps, commandant, » dit Holloway doucement. « Vous avez disparu après la démobilisation. Vous n'êtes même pas venu à la cérémonie. » Elijah regarda ses chaussures. « Je ne l'ai pas faite pour les médailles, général. Je voulais juste oublier. »« Je sais, » dit Holloway. Il se tourna vers la pièce. « Mais vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes. Pas quand des idiots comme ça. » Il fit un geste vague vers Pierce. « Essayez de vous démolir. » Holloway regarda Gator. « Content de vous voir, Caporal Miller. Retirez-vous, j'ai la garde. » Gator hocha la tête, s'effondrant de nouveau dans son fauteuil roulant, épuisé mais souriant. Holloway tourna ses yeux bleus acier froid vers le Dr. Pierce. « Vous venez de virer la récipiendaire de la Navy Cross. Avez-vous une idée de l'ampleur de l'erreur que vous venez de commettre? » La mâchoire du Dr. Pierce tomba. Le silence dans la salle d'urgence ne dura pas longtemps. Il fut brisé par le claquement rythmique aigu de chaussures habillées sur le carrelage. Que diable se passe-t-il ici? La voix était plus profonde, plus douce, et bien plus dangereuse que celle du Dr. Gregory Pierce. Elle appartenait à Richard Pierce, le président du conseil d'administration de l'hôpital et le père de Gregory. C'était un homme qui portait le pouvoir comme un costume sur mesure. Impeccable, cher et intimidant. Il était en réunion du conseil à l'étage lorsque l'agitation commença, et la nouvelle de la réprimande publique de son fils s'était répandue rapidement. Gregory Pierce se redressa immédiatement, pointant un doigt tremblant vers Elijah. « Papa président, cette infirmière m'a agressé. Elle a détourné mon patient, a effectué une procédure non autorisée, et maintenant ceci. Ce vagabond me menace. » Les yeux de Richard Pierce balayaient dans la scène. Il ignora Gator dans son fauteuil roulant. Il ignora le personnel stupéfait. Son regard atterrit sur le général Holloway. « Général, » dit Richard, son ton glacial, « je ne savais pas que vous étiez dans le bâtiment. Je suppose que vous ne faites pas partie de ce cirque. »« Je suis le maître de cirque aujourd'hui, Richard, » répondit Holloway, sa voix calme mais dure comme du granit. « Et si vous voulez sauver cet hôpital d'un cauchemar de relations publiques qui mettra fin à votre mandat, je suggère que nous ayons cette conversation dans votre bureau maintenant. » Richard fit une pause. Il regarda Elijah, la regarda vraiment pour la première fois. Il vit la défiance dans sa posture, la façon dont elle se tenait à côté du général, non comme une subordonnée, mais comme une égale. Il vit le danger. « Mon bureau, » claqua Richard. « Gregory, venez avec moi. »« Vous aussi, mademoiselle Jenkins. »« Et le caporal vient avec nous, » dit Elijah. C'était la première fois qu'elle parlait depuis des minutes. Sa voix n'était plus le bourdonnement plat d'une employée. C'était le commandement aigu d'un officier. Richard ricana. « Ce n'est pas un refuge pour sans-abri, mademoiselle Jenkins. »« Il est mon témoin, » dit Elijah, « et s'il ne vient pas, je pars. Et si je pars, le général appelle CNN. » La mâchoire de Richard se crispa. « Bien.
Le bureau du président était une forteresse d'acajou et de cuir surplombant l'horizon de la ville. Il était conçu pour faire sentir petit quiconque se trouvant de l'autre côté du bureau. Elijah Jenkins était assise dans l'une des chaises moelleuses, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Gatter se rapprocha d'elle en fauteuil roulant, serrant toujours sa pièce de défi. Gregory Pierce arpentait derrière son père, se versant un verre d'une carafe en cristal. Ses mains tremblaient encore. « C'est absurde, » cracha Gregory. « Elle a failli tuer un patient. »« Elle a sauvé un patient que vous étiez occupé à tuer, » interjeta Gator, sa voix basse et éraillée. « Assez !» Richard claqua sa main sur le bureau. Il tourna son regard de prédateur vers Elijah. « Mademoiselle Jenkins, coupons court aux théâtralités. Mon fils me dit que vous l'avez physiquement agressé. C'est un motif de licenciement immédiat et de poursuite pénale. Je me fiche que vous ayez une médaille d'une guerre d'il y a 10 ans. Cela ne vous donne pas le droit de diriger ma baie de traumatologie. » « Ce n'était pas juste une médaille, Richard, » dit le général Holloway, appuyé contre le cadre de la porte. « C'était de la Navy Cross. Savez-vous combien de femmes l'ont reçue depuis la Seconde Guerre mondiale? »« Je m'en fiche, » rétorqua Richard. « C'est un problème de responsabilité. C'est une infirmière. Son champ de pratique est limité. Si ce patient était mort, » « Il n'est pas mort, » dit Elijah calmement, « parce que je connaissais l'anatomie mieux que votre fils. » Gregory rougit. « Je suis un chirurgien certifié. »« Vous avez paniqué, » dit Elijah, se tournant pour le regarder. Ses yeux étaient froids. « Vous avez perdu la conscience situationnelle. Vos tremblements de main ont commencé quand les SAT sont tombés en dessous de 80. Vous étiez fixé sur le placement du tube et avez ignoré la physiologie de la tension. Vous alliez le tuer, Gregory. Je vous ai arrêté. »« Comment osez-vous » commença Gregory. « Elle a raison, » dit Gator. « Je l'ai vu. J'ai vu des médecins travailler sous le feu de mortier avec des mains plus stables que les vôtres dans une pièce climatisée. » Richard se leva, son visage s'assombrissant. « Je ne vais pas rester assis ici et laisser une infirmière et un insulter mon fils. Mademoiselle Jenkins, vous êtes virée, avec effet immédiat, et je m'assurerai que votre licence est révoquée. Vous ne viderai plus jamais un bassin de lit dans ce pays. » Le général Holloway rit. C'était un son sec et humoristique. « Allez-y, Richard, » dit Holloway. « Virez-la, révoquez sa licence. Mais avant de le faire, vous voudriez peut-être regarder le dossier personnel que je viens de faire déclassifier par le Pentagone et envoyer par fax à votre secrétaire. » L'interphone bourdonna. « Monsieur Pierce, un fax vient d'arriver. Il est marqué top secret, mais il a été expurgé pour consultation civile. Il vient du département de la Marine. » Richard hésita. Il pressa le bouton. « Apportez-le. » Une secrétaire terrifiée courut dedans, laissa tomber un épais dossier sur le bureau et s'enfuit. Richard ouvrit le dossier. Gregory se pencha par-dessus son épaule. Pendant qu'il lisait, le silence dans la pièce devint plus lourd. Sujet Jenkins, Elijah, A-grade, lieutenant commandant 04. Désignation, infirmier de reconnaissance amphibie spéciale. SARC, officier médical, unité attachée. DevGru. Escadron Rouge 24e STS Division des activités spéciales de la CIA. Richard tourna la page. Rapport d'incident. Opération Red Dawn. Lieu, vallée de Korangal, Afghanistan. Résumé. Sous un feu ennemi intense, le lieutenant CMDR Jenkins effectua 3 amputations d'urgence sur le terrain, coordonnant un soutien aérien rapproché, après que le JTAC fut incapacité, et défendit seul un point de rassemblement de victimes pendant 6 heures, subit 3 blessures par balle, refusa l'évacuation médicale jusqu'à ce que tout le personnel instable fût extrait. Richard arrêta de lire. Il regarda Elijah. La femme en blouse délavée, la femme qui gagnait 28 $ de l'heure. « Vous êtes un docteur, » murmura Gregory, fixant le dossier. « Vous avez un diplôme de médecine de Johns Hopkins. Vous êtes un chirurgien traumatologue. » « Je l'étais, »
dit Elijah doucement, je n'ai pas tenu de scalpel en salle d'op depuis que je suis rentré à la maison. Pourquoi? Demanda Gregory, Gregory, son arrogance remplacée par une confusion sincère. Pourquoi travaillez-vous comme infirmière? Vous pourriez être chef de chirurgie n'importe où dans le pays. Elisha regarda ses mains, les mains qui avaient sauvé des centaines et échoué à sauver celle qui importait le plus. Parce que je ne veux pas la gloire, docteur. Docteur, dit-elle, et je ne veux pas le complexe de Dieu. Sur le terrain, il n'y a pas de titre. Il y a juste le sang et la saleté et la personne à côté de vous. Je suis devenue infirmière parce que je voulais prendre soin des gens, pas les diriger. Je voulais faire le travail, pas courir après la permanence. Elle leva les yeux vers Richard. Je n'ai pas agressé votre fils, j'ai sauvé sa carrière. Si ce patient était mort sur la table à cause de sa négligence, le procès aurait coûté des millions à cet hôpital. Je suis intervenu. J'ai fait le travail. Et puis je me suis retiré. Richard Pierce était un homme d'affaires. Il calculait les risques et les actifs. Il regarda le dossier, puis son fils, puis le général. Il réalisa qu'il tenait une grenade dégoupillée. « Si je vous vire, dit Richard lentement, le général va à la presse. L'histoire est que le Mercy General a viré une héroïne de guerre pour avoir sauvé une vie. »« Correct, dit Holloway. »« Et si je vous garde? » demanda Richard. « Alors je retourne au travail, dit Elijah, en tant qu'infirmière, et votre fils à prendre un peu d'humilité. Et peut-être, juste peut-être, vous commencerez à traiter les vétérans qui viennent à votre salle d'urgence avec un peu plus de respect. » Richard ferma le dossier. Il prit une profonde inspiration. « Sortez de mon bureau, Baylan, dit-il à Elijah. Retournez à votre corps de travail. Nous examinerons l'incident. » C'était une retraite. Temporaire, mais une retraite néanmoins. Elijah se leva. Elle hocha la tête à Holloway, puis regarda Gator. « Venez, Marine. Faisons examiner cette chambre correctement. » Alors qu'il quittait le bureau, Gregory Pierce s'affala dans une chaise vaincu, mais dans ses yeux un nouveau feu s'allumait, non pas d'humilité, mais de haine pure et distillée. Il avait été humilié devant son père. Il ne l'oublierait pas. La victoire dans le bureau du président parut vide à Elijah. Elle connaissait les hommes comme les Pierce. Ils n'acceptaient pas la défaite. Ils se regroupaient juste. Au moment où elle ramena Gator en fauteuil roulant à la salle d'urgence, l'atmosphère avait changé. Les murmures s'arrêtèrent quand elle passa. Les infirmières qui l'avaient ignorée pendant des années la fixaient maintenant, leurs yeux dardant vers la cicatrice sur son cou, imaginant les histoires derrière elle. Elle détestait ça. Elle détestait l'attention. Pendant 5 ans, elle avait cultivé l'invisibilité. C'était son armure. Maintenant, elle était arrachée. « Ça va, maman? » demanda Gator alors qu'elle vérifiait le pansement sur sa jambe. « Ne m'appelez pas maman, » marmonna Elijah, appliquant de la gaze fraîche avec une aisance habituelle. « Je suis juste Elijah. »« Vous n'êtes jamais juste Elijah, » dit Gator. « Plus maintenant. Vous avez vu les téléphones dehors. La moitié de la salle d'attente a enregistré ce qui s'est passé. » Il avait raison. Le lendemain matin, la vidéo intitulée « Vétérane sans abri expose un chirurgien arrogant et révèle une infirmière héroïne secrète » avait 3 millions de vues sur YouTube. La section des commentaires était un feu de brousse. Ce chirurgien doit être viré. Qui est-elle? Donnez-lui une médaille. Mercy General est une blague. Regardez comment il traite ce vétéran. Quand Elijah arriva pour son corps de travail le lendemain, il y avait des camionnettes de nouvelles garées sur le trottoir. Les journalistes tendaient des microphones à quiconque en blouse. Elijah remonta sa capuche, garda la tête baissée et se glissa par le quai de chargement. Mais à l'intérieur, la tempête était pire. Le Dr. Gregory Pierce était introuvable. Il avait pris un congé personnel. À sa place, l'hôpital bourdonnait d'avocats. Elijah fut convoqué aux ressources humaines à 10 heures. Mais ce n'était pas seulement le directeur des RH qui était là. Assis à la table se trouvait un homme en costume gris impeccable, Arthur Vane,
l'avocat personnel de la famille Pierce, un réparateur. Madame Jenkins, commença Vane, sa voix onctueuse et agréable. Veuillez vous asseoir. Elijah resta debout. J'ai des patients, Monsieur Vane. Faites vite. Vane sourit. Il fit glisser un morceau de papier sur la table. C'était une impression d'un accord de non-divulgation. L'hôpital est prêt à vous offrir un accord, dit Vane. 200 000 $. En échange, vous démissionnerez immédiatement, signerez cet accord de non-divulgation et publierez une déclaration publique disant que les événements de la vidéo étaient un malentendu et que le Dr. Pierce a agi correctement. Et si je refuse, le sourire de Vane disparut. Alors nous ouvrons une enquête sur votre temps dans le service, spécifiquement l'incident à Carball, août 2018. Elijah sentit le sang se vider de son visage, son cœur martelait contre ses côtes. Carball, ce dossier est scellé, murmura-t-elle. Rien n'est scellé si vous connaissez les bonnes personnes, dit Vane doucement. Nous savons pour l'enfant, Elijah. Nous savons pour les dommages collatéraux pendant l'extraction. Le rapport officiel vous a blanchi, mais l'optique, une infirmière héroïne impliquée dans un raid raté où des civils sont morts. La presse vous dévorerait. La sainte de la vallée de Corona deviendrait une tueuse de bébés du jour au lendemain. C'était un coup bas. C'était vieille et c'était exactement le genre de levier que Richard Pierce utiliserait. L'incident auquel Vane faisait référence était le cauchemar qui réveillait Elijah en criant 3 nuits par semaine. Une extraction de cibles de haute valeur dans un marché urbain dense. Un iode avait explosé prématurément. Elijah avait essayé de sauver un enfant local pris dans l'explosion tout en ripostant. Elle avait échoué. L'enfant mourut dans ses bras pendant que l'équipe l'extrayait. Elle s'était blâmée tous les jours depuis. « Vous êtes des monstres, dit Elijah, sa voix tremblante. « Nous protégeons la réputation de l'hôpital, dit Vane froidement. Signez le papier, Elijah. Prenez l'argent. Disparaissez de nouveau. C'est ce que vous faites bien. » Elijah fixa le stylo. Le poids de son passé l'écrasait. Elle pouvait y mettre fin maintenant. Partir. Laisser Gregory Pierce gagner. Elle tendit la main vers le stylo. Soudain, la porte s'ouvrit en trombe. Ce n'était pas le général Holloway cette fois. C'était un jeune interne, l'air affolé. « Nous avons besoin d'aide. Traumatisme massif en approche. C'est un accident de bus. Pédiatrie. Multiples blessures critiques. » Le médecin traitant est débordé. Elijah laissa tomber le stylo. Le mot pédiatrie coupa à travers le mal noir comme un couteau. « Je suis occupé, » claqua Vane. « Sortez. » « Ce sont des enfants, » cria l'interne. « Nous avons besoin de chaque paire de mains. » Elijah regarda Vane. Elle regarda l'accord de non-divulgation. Puis elle regarda l'interne. Le fantôme de Hellmont ne négociait pas avec les terroristes et elle ne négociait pas avec les avocats quand des vies étaient en jeu. « Allez en enfer, » dit Elijah à Vane. Elle se tourna et sprinta hors du bureau. « Si vous sortez par cette porte, nous publions le dossier, » cria Vane après elle. Elijah ne s'arrêta pas. Elle courut dans le couloir, son esprit changeant de vitesse. Le tumulte émotionnel fut poussé dans une boîte et enfermé. L'esprit tactique prit le dessus. Elle fit irruption dans la salle d'urgence et s'arrêta net. C'était une zone de guerre. Un bus scolaire avait basculé sur l'autoroute. Des enfants hurlants étaient partout. Du sang sur le sol. Le chaos. Le médecin traitant, le Dr. Evans était un homme bon, mais il était en train de se noyer. Il essayait d'intuber un enfant de 7 ans tout en criant des ordres que personne ne pouvait entendre par-dessus le bruit. « Silence !» hurla Elijah. Le volume pur de sa voix, aiguisé sur le pont d'envol des porte-avions et les vallées d'Afghanistan, coupa la panique. La pièce se calma un instant. « Dr. Sir Evans, concentrez-vous sur les voies respiratoires », commanda Elijah, se déplaçant au centre de la pièce. « Infirmière Miller, la station de triage 2 a besoin de pansements compressifs maintenant. Aide-soignant, dégagez les couloirs. Je veux un chemin désigné vers la radiologie. Vous,
Vous et vous. Elle désigna trois internes et causes internes figées. Commencez des lignes I4. Étiquette verte à la salle d'attente. Étiquette jaunes au baie, 4 à 8 étiquettes rouges. Restez ici. Qui vous a mis en charge? Demanda une infirmière affolée. Moi, dit Elijah, attrapant une cisaille de traumatologie, bougez. Pendant les 4 heures suivantes, Elijah Jenkins n'était pas une infirmière. Elle était un chef d'orchestre de vie et de mort. Et elle se déplaçait de lit en lit, évaluant les blessures avec une vitesse terrifiante. Elle détecta une hémorragie interne manquée chez une fille de 10 ans. Elle remit en place une fracture ouverte chez un garçon pour qu'il ne tombe pas en état de choc. Elle travailla avec une efficacité mécanique qui était à la fois belle et terrifiante. Dans le pont d'observation au-dessus, Richard Pierce regardait. Il était descendu pour voir pourquoi Vane n'avait pas rendu compte. Il regarda la femme qu'il essayait de détruire sauver son hôpital d'un effondrement total. À côté de lui, Vane était au téléphone. « J'envoie le dossier au Times maintenant, Monsieur Pierce. Nous l'enterrerons. » Richard regarda la scène en dessous. Il vit Elijah tenant la main d'une petite fille et terrifiée tout en dirigeant simultanément un interne sur la façon de suturer. Il vit la façon dont le personnel la regardait, non pas avec peur, mais avec une confiance absolue. Et pendant une seconde fugace, Richard Pierce sentit une pointe de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La honte. Mais ensuite, il se souvint de son fils, de son héritage, de la narration. « Faites-le, dit Richard. Faites fuiter le dossier. » Dans la salle d'urgence, Elijah essuya du sang de son front. La course était finie. Les enfants étaient stabilisés. Elle prit une profonde inspiration, s'appuyant contre le comptoir. Gator roula jusqu'à elle. Il était resté à distribuer des couvertures et de l'eau, faisant ce qu'il pouvait. « Vous avez bien fait, Doc, » dit Gator doucement. Elijah lui offrit un sourire fatigué et triste. « C'est fini, Gator. Ils vont me détruire. Ils ont le dossier Carball. » Les yeux de Gator s'écarquillèrent. Il savait pour Carball. Chaque opérateur le savait. C'était une tragédie, pas un crime. Mais les médias ne sauraient pas la différence. « Ils ne le feraient pas, » dit Gator. « Ils le feraient, » dit Elijah. Elle détacha son masque. « Je dois y aller avant que les caméras ne reviennent. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, les portes principales de la salle d'urgence s'ouvrirent. Ce n'était pas la presse. Ce n'était pas la police. 4 hommes entrèrent. Ils ne portaient pas de costume. Ils portaient des jeans délavés, des bottes tactiques et des chemises serrées autour de la poitrine et des bras. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice, balayant la pièce du regard. L'homme en tête était un géant de 6'5", avec une épaisse barbe et des tatouages remontant son cou. Il regarda autour de la salle d'urgence jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Elijah. Il s'arrêta. Son visage éclata en un sourire immense. « Eh bien, je serai damné, » le géant retentit. « Nous pensions que vous étiez morte, Sainte. » Elijah se figea. Elle connaissait cette voix. C'était le sergent-chef Bear Kowalski, son ancien sergent de peloton. Et il n'était pas venu seul. Les retrouvailles au milieu de la salle d'urgence chaotique furent une collision de deux mondes. Bear Kowalski ne se contenta pas d'étreindre Elijah. Il l'engloutit. Il sentait le tabac, l'huile d'armes et le vieux cuir, l'odeur de la sécurité. « Nous avons vu la vidéo, » ronronna Bear, reculant mais gardant ses mains massives sur ses épaules. Celle avec le Marine, Viper l'a vue sur TikTok, de tous les endroits. Nous connaissions cette posture. Nous connaissions ce regard. Nous avons pris le premier vol hors de Bragg. Derrière Bear, les 3 autres hommes s'avancèrent. Il y avait Viper, un tireur d'élite aux yeux qui semblait voir à travers les murs. Tex, l'expert en démolition qui souriait comme un enfant à Noël. Et Doc Miller, l'homme qui avait remplacé Elijah quand elle avait quitté l'unité. « Vous avez l'air d'en faire, Sainte, » dit Viper souriant. « Vous avez l'air d'être un problème. » Elijah répliqua, sa voix se brisant. «
Pour la première fois de la journée, le masque tomba complètement. Elle n'était pas l'infirmière et elle n'était pas l'officier. Elle était juste Elijah et elle était avec ses frères. Gator se rapprocha en fauteuil roulant. « Vous opérez avec elle. » Bear regarda le Marine dans le fauteuil roulant. Il vit la jambe manquante, les cicatrices. Il hocha la tête solennellement. « Elle nous a opérés plus de fois que je ne peux compter. C'est vous qui l'avez défendue? »« Oui, monsieur, » dit Gator. « Alors vous êtes avec nous, » dit Bear. « Quiconque couvre ses arrières couvre les nôtres. » Mais le moment de chaleur fut brisé par la sonnerie stridente d'une alerte de nouvelles de dernière minute de la télévision montée dans la salle d'attente. Nouvelle de dernière minute, l'ange de la mort, infirmière du Mercy General, accusée de crime de guerre. La pièce devint silencieuse. Elijah se figea. Elle se tourna lentement pour regarder l'écran. Son visage, tiré de la vidéo virale, était placardé à côté d'une photo granuleuse en noir et blanc d'un étal de marché détruit à Carball. Le titre était rouge vif et accablant. La présentatrice des nouvelles, une femme à l'expression sévère, parla avec une gravité exercée. Des sources proches de l'administration hospitalière ont divulgué un dossier militaire scellé alléguant qu'Elijah Jenkins, l'infirmière, récemment saluée comme une héroïne, a été impliquée dans un raid raté en 2018 qui a entraîné la mort de 3 civils, dont un enfant. Le rapport suggère une négligence grave et une violation des règles d'engagement. L'héritier quitta la pièce. Les patients qu'Elijah venait de traiter, des mères dont elle avait stabilisé les enfants, des hommes âgés qu'elle avait réconfortés, la regardèrent. La gratitude dans leurs yeux s'évapora, remplacée par la suspicion et l'horreur. « Est-ce vrai? » murmura une mère, serrant son enfant contre sa poitrine. « Avez-vous tué un bébé? » Elijah sentit comme si elle avait été touchée par balle. La douleur physique d'une balle aurait été préférable à cela. L'op de Carball, le souvenir qu'elle avait passé 5 ans à fuir. La poussière, les cris, l'échec. Ce n'était pas comme ça, bégaya Elijah, reculant. « C'est un monstre !» cria un homme du fond de la pièce. « Éloignez-la des enfants !»« Non !» hurla Gator, faisant pivoter sa chaise pour faire face à la foule. « C'est un mensonge. Vous ne connaissez pas le contexte. » Mais la mentalité de foule s'était installée. La peur voyage plus vite que la vérité. Et Evans, le médecin traitant, qui s'était fié à elle quelques minutes auparavant, regarda son dossier, incapable de croiser son regard. Elijah regarda Bear. Ils l'ont fait. Pierce l'a fait. Le visage de Bear se transforma en pierre. Le géant jovial était parti. À sa place se trouvait un opérateur de niveau 1. « Qui est Pierce? »« Le président, » murmura Elijah, « et son fils. » Elijah recula, ses mains tremblantes. « Je dois y aller. Je ne peux pas être ici. » Elle se tourna et courut. Elle traversa les doubles portes, sprinta dans le couloir et sortit en trombe dans la baie d'ambulance. L'air frais de la nuit frappa son visage, mais elle ne pouvait pas respirer. Elle s'appuya contre le mur de briques, glissant jusqu'à toucher le trottoir, enfouissant sa tête dans ses genoux. À l'intérieur de l'hôpital, l'atmosphère passa du choc à la menace. Des gardes de sécurité se dirigeaient vers la salle d'urgence. Bear regarda Elijah courir. Il ne la poursuivit pas. Il savait qu'elle avait besoin d'1 minute. Au lieu de cela, il se tourna vers son équipe. « Viper, sécurisez le périmètre. Aucune presse ne s'approche d'elle, » ordonna Bear. « Tex, vous êtes aux communications. Découvrez qui a divulgué ce dossier. Je veux un nom et une adresse IP. » « Déjà en marche, » dit Tex en tapant furieusement sur une tablette renforcée qu'il avait sortie de son sac. « C'est une fuite numérique. La source remonte à un cabinet d'avocats, Van & Associates. L'horodatage est d'il y a 20 minutes. » Bear regarda Gator. « Où est ce président? » Gator pointa vers le haut. « Bureau penthouse au dernier étage. » Bear fit craquer ses jointures. « Doc, vous restez avec Elijah.
Gardez-la en sécurité. Gator, vous êtes avec moi. Nous allons avoir une conversation avec la direction. Je ne peux pas marcher, Surgeon, dit Gator, la frustration évidente dans sa voix. Je ne vous ai pas demandé de marcher, dit Bear en attrapant les poignées du fauteuil roulant de Gator. J'ai besoin d'un témoin, et vous avez l'air d'avoir beaucoup de rage à partager. Richard Pierce vélébrait. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les camionnettes de nouvelles se multiplier en dessous comme des cafards. Il tenait un verre de scotch, savourant la brûlure. « C'est fait », dit Arthur Vane, assis sur le canapé en cuir, l'air satisfait de lui-même. Les médias sociaux sont en tendance avec ma mort infirmière. Le Conseil n'aura d'autre choix que de la licencier pour motif afin de protéger l'image de l'hôpital. Le procès concernant Gregory disparaîtra parce que sa crédibilité est détruite. C'est un nettoyage complet. Gregory Pierce, qui était revenu au bureau, semblait moins certain. Mais le dossier, il était classifié, Arthur. N'est-ce pas illégal? Vane agita une main de manière dismissive. C'était une fuite anonyme. On ne peut pas remonter jusqu'à nous. De plus, qui va enquêter sur l'armée? Ils veulent oublier Carball autant qu'elle. Richard prit une gorgée de scotch. Vous voyez, Gregory, dans le monde réel, la vérité n'a pas d'importance. La perception a de l'importance. Nous contrôlons la perception. Bam! Les lourdes portes en chaîne du bureau ne s'ouvrirent pas. Elles explosèrent vers l'intérieur. Le mécanisme de verrouillage se brisa, envoyant des éclats de bois voler à travers la pièce. Richard sursauta, renversant sa boisson. Vane se précipita du canapé. Dans l'embrasure de la porte se tenait un géant d'homme avec une barbe de viking, poussant un fauteuil roulant contenant un marine furieux. Les flanquaient deux autres hommes qui semblaient avoir mangé du fil barbelé au petit déjeuner. « Sécurité !» cria Richard, tendant la main vers son téléphone de bureau. « Ne vous dérangez pas, dit Viper, appuyé contre le cadre de la porte brisée. Votre sécurité fait la sieste. Nous avons utilisé nos voies d'intérieur. » Bear roula Gator au centre de la pièce. L'air dans le bureau sembla soudain très haut et très mince. « Qui êtes-vous » demanda Vane, essayant de rassembler son autorité légale. « C'est une propriété privée. Je vous ferai arrêter pour effraction. » Bear l'ignora. Il marcha droit vers Richard Pierce. Bear dominait le président. Il se pensa de près, si près que Richard pouvait voir les poils gris individuels dans sa barbe. « Vous avez exactement 10 secondes pour me dire pourquoi vous avez décidé de ruiner la vie d'une bonne femme, » murmura Bear. C'était un son terrifiant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » bégaya Richard, reculant jusqu'à heurter son bureau. « Elle est une responsabilité. Elle a tué un enfant. » « Elle a essayé de sauver un enfant, » rugit Gator de sa chaise. Cet enfant était piégé avec un gilet suicide. Elijah a pris le bouclier anti-explosion et a couvert l'enfant avec son propre corps pour essayer de couper les fils. Le gilet a détonné. Elle a pris des éclats pour un enfant qui était déjà mort. Vous fils de... La pièce devant, silencieuse. Gregory Pierce regarda Gator puis son père. « Est-ce vrai? » « Cela n'a pas d'importance, » interjeta Vane. « Le rapport des victimes civiles, c'est tout ce que le public a besoin de leur savoir. » Bear tourna son regard vers Vane. « Vous êtes l'avocat. »« Je le suis, » dit Vane, redressant sa cravate, « et je connais la loi. Vous ne pouvez pas me toucher. »« Je ne vais pas vous toucher, » dit Bear, « mais lui, si. » Bear pointa à la porte. Le général Holloway entra, mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient 4 agents en coupe-vent ornés de NCIS et FBI. Le visage de Richard Pierce prit la couleur du lait caillé. « Qu'est-ce que c'est? » murmura Richard. « Ceci, » dit le général Holloway, tenant un sac en plastique contenant une clé USB, est le résultat d'une traçabilité sur une fuite d'informations classifiées top secrète et compartimentées sensibles. Vous voyez, M. Vane, quand vous avez téléchargé ce fichier du serveur sécurisé en utilisant le code d'accès que j'ai bêtement donné à l'hôpital à des fins de vérification, vous seul avez laissé une empreinte numérique.
Holloway s'approcha. Et quand vous l'avez envoyé par email au New York Times, vous avez commis une trahison. Divulguer des mouvements de troupes classifiés et des données opérationnelles, même d'il y a 5 ans, met des actifs en danger. Ce fichier contenait les noms d'interprètes locaux qui sont toujours dans le pays. Vous venez de signer leurs arrêts de mort. Vin s'effondra dans la chaise, son arrogance s'écoulant comme de l'eau. Je ne savais pas. Je voulais juste la page de résumé. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse, dit l'un des agents du FBI, s'avançant avec des menottes. Arthur Vane, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi sur l'espionnage. Richard Pierce essaya de se distancier. Je ne l'ai pas envoyé. C'était lui. C'est mon avocat agissant de son propre chef. Nous avons vos messages textes, Richard, dit froidement. Faites-le fuir, enterrez-la. Envoyé à 16h15. Le deuxième agent du FBI se dirigea vers Richard. Richard Pierce, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de distribuer des renseignements classifiés et obstruction à la justice. Alors que les menottes claquaient sur les poignets de Richard, Gregory Pierce se tint figé dans le coin. Il regarda son père, l'homme qui avait toujours tout arrangé, être emmené comme un criminel ordinaire. Gregory sursauta. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, dit Holloway, mais le conseil médical va recevoir un rapport complet sur votre conduite dans la baie de traumatologie, y compris les déclarations de témoins de votre propre personnel infirmier, qui a été très désireux de parler à mon équipe dans la dernière heure. Gregory s'effondra contre le mur, sa carrière effectivement terminée. Bear se tourna vers Gator. Prêt à y aller? Où? Demanda Gator. À la conférence de presse, dit Bear. Ils ont fait un gâchis. Nous allons le nettoyer. Dans le hall de l'hôpital, la scène était chaotique. Des journalistes criaient, des caméras clignotaient. Elijah était introuvable, probablement encore caché dans la baie d'ambulance. La porte-parole de l'hôpital, une femme terrifiée nommée Linda, essayait de tenir le podium. « S'il vous plaît, nous enquêtons sur les allégations. Bougez. » Une voix retentit. Bear Kowalski monta sur la petite scène. Il ne ressemblait pas à un administrateur d'hôpital. Il ressemblait à une montagne. La pièce devint silencieuse. Derrière lui, le général Holloway, Gator et le reste de l'escouade s'alignèrent. « Mon nom est sergent-chef Leo Kowalski », dit Bear dans l'amas de microphone. « J'étais le commandant au sol pour l'opération à Corbal dont vous faites tous les gros titres. » Les caméras zoomèrent. Elijah Jenkins, Lieutenant Commandant Jenkins, est appelé une meurtrière aujourd'hui. Je suis ici pour vous dire ce qui s'est réellement passé. Bear fit une pause, regardant directement l'objectif de la caméra principale. La cible était un fabricant de bombes. Il a utilisé ses propres enfants comme bouclier. Quand nous avons fait irruption, il a déclenché un gilet sur son fils de 6 ans. Chaque autre personne dans cette pièce a couru se mettre à couvert. Elijah Jenkins a couru vers le garçon. Un soupir collectif traversa la pièce. Elle a essayé de le désarmer. Elle l'a protégé avec son corps. L'explosion l'a projeté à 6 mètres et a mis 3 morceaux de shrapnel dans son cou. Elle s'est réveillée en hurlant, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle n'avait pas pu le sauver. La voix de Bear trembla légèrement, puis se durcit. Elle a porté la culpabilité de ce jour pendant 5 ans. Elle a quitté la médecine parce qu'elle sentait qu'elle ne méritait pas de guérir les gens. Mais aujourd'hui, je l'ai vu sauver une 12aine d'enfants d'un accident de bus pendant que l'homme qui a divulgué ce dossier était assis dans un bureau à boire du scotch. Bear recula et le général Holloway s'avança. Les individus responsables de la fuite de ces dossiers hors de contexte ont été arrêtés par les autorités fédérales, énonça Holloway. Le récit se termine ici. Elijah Jenkins n'est pas une criminelle. Elle est la meilleure officier que j'ai jamais commandée, et Mercy General a de la chance de l'avoir à vider leurs poubelles et encore moins à sauver leurs patients.
La pièce éclata. Des questions furent criées. Le récit avait basculé instantanément, mais Elijah n'était pas là pour le voir. Elle était assise sur le trottoir de la baie d'ambulance, fixant ses mains. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Les avez-vous virés ?» demanda-t-elle doucement. « Mieux, » dit la voix de Gator. « Le général les a arrêtés. » Elijah se tourna. Gator était là avec Bear et les garçons derrière lui. « C'est fini, Saint, » dit Bear doucement. « La vérité est sortie. La vraie vérité. » Elijah se leva lentement. Elle regarda son ancienne équipe. Elle regarda l'hôpital qui avait essayé de la mâcher. « Je ne pense pas pouvoir travailler ici anymore, » dit Elijah. « Pas après ça. »« Bien, » dit Holloway sortant de l'ombre, « parce que j'ai une offre d'emploi pour vous. » Elijah essuya une larme de sa joue. « J'en ai fini avec le général militaire. »« Je sais, » sourit Holloway. « Ce n'est pas militaire et ce n'est pas infirmier. » Le général Holloway n'offrit pas à Elijah un poste de bureau au Pentagone. Il ne lui offrit pas un retour au monde obscur des opérations secrètes. Il la fit sortir du chaos de la baie d'ambulance vers son SUV noir garé près de la sortie. Bear, Gator et l'équipe suivirent à une distance respectueuse. Le conseil d'administration de Mercy General tient un vote d'urgence en ce moment, dit Holloway, appuyé contre la portière de la voiture. Avec Richard Pierce en détention fédérale et les actions de l'hôpital en chute libre, ils sont désespérés. Ils ont besoin d'un nouveau visage, quelqu'un en qui le public a confiance, quelqu'un d'impeccable. Elijah rit, un son sec et amer. « Vous voulez que je sois une mascotte, serrer des mains et embrasser des bébés pour faire oublier que le président était un traître? » « Non, » dit Holloway brusquement. « Je veux que vous dirigiez l'endroit. » Elijah le fixa. « Je suis une infirmière, général. Techniquement, je suis une infirmière virée. Vous êtes un chirurgien traumatologue avec des certifications du Conseil dans 3 États et un lieutenant-commandant avec une expérience de commandement, » corrigea Holloway. « Je possède un intérêt contrôlant significatif dans le groupe de soins de santé qui gère cet hôpital. Je viens de l'activer. Je vire toute l'équipe de direction. J'installe un nouveau chef de traumatologie et de médecine d'urgence. » Il tendit une main. « Je veux que vous preniez le poste, Elijah, mais pas seulement pour diriger la salle d'urgence. Je veux que vous transformiez cet hôpital en un phare pour les soins aux vétérans et l'intégration des traumatismes. Je veux que vous embauchiez des gars comme Doc Miller et Bear. Je veux que vous construisiez le système que vous auriez souhaité avoir en rentrant chez vous. » Elijah regarda l'hôpital. Elle regarda les fenêtres de la salle d'urgence où elle avait été invisible pendant 5 ans. Elle regarda Gator assis dans son fauteuil roulant, brisé par un système qui le traitait comme une nuisance. « À une condition, » dit Elijah, « nommez-la. »« Gator gère la sécurité et la défense des patients, » dit Elijah, hochant la tête aux Marines. « Et nous établissons une aile pro bono pour les vétérans. Pas de questions d'assurance, pas de liste d'attente. » Holloway sourit. « Fait. » 6 mois plus tard, les portes automatiques du Mercy General s'ouvrirent, mais l'air à l'intérieur était différent. Le silence stérile et terrifié qui imprégnait autrefois la salle d'attente avait disparu. C'était animé, efficace et étonnamment calme. Au comptoir d'accueil, un homme en costume impeccable se tenait droit. Il marchait avec une légère boiterie, aidé par une jambe prothétique de haute technologie qui brillait sous les lumières. C'était Gator. Il n'était plus sans abri. Il était le directeur des services aux patients. Il connaissait tous les habitués par leur nom, et quand il parlait, même les ivrognes les plus bruyants se calmaient par respect. Dans la baie de traumatologie, le chaos d'un vendredi soir battait son plein. Traumatisme 1 en approche, GSW à l'abdomen. Les portes s'ouvrirent en trombe. Les ambulanciers poussèrent un jeune homme. Un docteur s'avança. Il était jeune, arrogant, tout juste sorti de la faculté de médecine, rappelant inconfortablement à tout le monde Gregory Pierce. « Très bien, écoutez-moi » cria le nouvel interne. « Je veux des analyses complètes, un scanner, et sortez de mon chemin. Je suis le chef ici. »
Il écarta une infirmière, une jeune femme qui avait l'air terrifiée. Soudain, la température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Dr. Stevens. La voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un coup de marteau. Elijah Jenkins se tenait à l'entrée de la baie de traumatologie. Elle ne portait plus les blouses bleues délavées d'une infirmière. Elle portait une longue blouse blanche. Brodé sur la poitrine était Dr. Elijah Jenkins, chef de la médecine d'urgence. Mais elle ne ressemblait pas à une administratrice. Elle avait ses manches retroussées, révélant le tatouage de trident délavé sur son poignet. Ses cheveux étaient toujours en un chignon pratique, mais ses yeux étaient d'acier tranchant. Le Dr. Stevens se figea. « Chef, je prenais juste le contrôle de... » « Vous avez poussé l'infirmière Martinez, » dit Elijah en s'approchant. Toute la salle d'urgence s'arrêta pour regarder. « Dans mon hôpital, nous ne poussons pas l'équipe, Betty. L'équipe garde le patient en vie. Vous n'êtes que le mécanicien. Comprenez-vous? » « Oui, madame. » Stevens déglutit, de la sueur perlant sur son front. « Bien, » dit Elijah. Elle s'approcha du patient. « Maintenant, votre angle de la plaie d'entrée suggère une implication hépatique. Si vous vous précipitez au scanner sans stabiliser la pression, il entre en arrêt cardiaque dans le couloir. Vérifiez les voies respiratoires, stabilisez, puis scannez. »« D'accord, oui, j'y suis. » Stevens bégaya, se mettant au travail avec une humilité retrouvée. Elijah regarda un instant, puis se tourna pour s'éloigner. Elle passa devant Bear, qui travaillait comme technicien en traumatologie principale. Il lui fit un signe de tête subtil. Elle marcha dans le couloir et vit Gator. « Fluide, sourit Gator. Il apprendra, dit Elijah, ou il partira. » « En parlant de partir, dit Gator, lui tendant une tablette, vérifiez les nouvelles. » Elijah regarda l'écran. Un reportage local montrait un visage familier. C'était Gregory Pierce. Il avait l'air ébouriffé, plus âgé. Il chargeait des cartons dans un camion de déménagement. La légende disait « Chirurgien déshonoré perd sa licence médicale, dépose le bilan. » À côté de cet article se trouvait un autre concernant son père, Richard Pierce, ancien président de l'hôpital, condamné à 15 ans de prison fédérale. Le karma ne les avait pas seulement frappés, il les avait écrasés, reculés et les avait écrasés de nouveau. Elijah rendit la tablette. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ressentit juste une clôture. « Dr. Jenkins. » Elijah se tourna. Une jeune fille, peut-être 7 ans, se tenait là, tenant la main de sa mère. La mère avait l'air fatiguée, épuisée. « Oui, » demanda Elijah, adoucissant son expression. « Ma maman a dit que vous êtes la dame qui a sauvé les enfants du bus, » dit la fille timidement. « Elle a dit que vous êtes une héroïne. » Elijah s'agenouilla pour être à hauteur des yeux de la fille. Elle pensa à la médaille dans son tiroir à la maison. Elle pensa au garçon à Carbal. Elle pensa aux années de cachette. « Je ne suis pas une héroïne, ma chérie, » dit Elijah en souriant. « Je suis juste une infirmière qui a finalement se souvenu qu'elle était un docteur. » Elle se leva et regarda son équipe. Gator, Bear, les infirmières, le personnel. Ils étaient une famille. « Venez, » dit Elijah à Gator, « nous avons du travail à faire. » Alors qu'elle retournait dans la mêlée, la tête haute, Elijah Jenkins n'était plus le fantôme. Elle était la commandante et tout le monde savait exactement qui elle était vraiment. Quelle chevauchée! J'espère que vous avez ressenti l'intensité de cette histoire. C'est un puissant rappel que vous ne devriez jamais juger un livre à sa couverture ou une infirmière à ses blouses. Le voyage d'Elijah d'un fantôme silencieux au leader de l'hôpital prouve que la vraie force n'a pas besoin de crier pour être entendue. Mais quand elle parle, elle change tout. Les docteurs arrogants et les fonctionnaires corrompus pensaient qu'ils pouvaient l'écraser. Mais ils ont oublié une chose. On ne cherche pas la bagarre avec un marine qui n'a plus rien à perdre. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de rédemption et de karma percutant, veuillez détruire ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment de bons drames militaires et de vous abonner avec les notifications activées pour ne jamais manquer la prochaine partie. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Elijah? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la